Hibiki est un lycéen faible et inutile qui est actuellement en train de courir pour sauver sa vie dans un champ ouvert alors qu'il est poursuivi par un lapin. Mon ego dit que je pourrais probablement battre ce lapin en 1 contre 1, mais l'ego de Hibiki est apparemment en congé, donc il ne veut prendre aucun risque. Pendant qu'il court, il entend soudain une voix étrange dans sa tête, et pendant une seconde, il pense que ça pourrait être son ego qui vient lui donner un conseil, mais quelle que soit cette voix, elle est bien trop paresseuse pour même prendre la peine de faire son travail. Juste à ce moment-là, le lapin rattrape Hibiki, mais dans la fraction de seconde avant qu'il ne soit poignardé, Hibiki réussit à réaliser l'un des clutches les plus accidentels de l'histoire. Il coince la tête du lapin dans son sac, puis il trébuche et tombe directement sur sa tête, tuant le lapin instantanément. Pendant ce temps, dans la forêt, une elfe entend soudain une voix lui dire que quelqu'un de très précieux vient d'être déposé à l'est. Elle s'appelle Amelia, et comme vous pouvez le voir, elle souffre d'un excès de personnalité. Du côté de Hibiki, il est content d'avoir survécu à l'attaque du lapin, mais il ne sait toujours pas ce qu'il est censé faire parce qu'il n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve. Il n'a pas de réseau, et il y a un moment, il entendait des voix dans sa tête. Sa priorité absolue pour le moment devrait être de rassembler les nécessités pour sa survie, mais il n'a jamais vraiment fait de camping étant enfant, donc il ne sait pas comment faire du feu, et il n'est pas sûr que la viande de lapin soit même comestible. Alors qu'il se demande quoi faire, il entend à nouveau la voix dans sa tête, et elle lui propose d'expertiser le lapin pour lui. En disant cela, un écran apparaît devant Hibiki, et on l'informe que la viande de lapin cornu est effectivement comestible. Hibiki n'a aucune idée de pourquoi il voit des écrans flottants sortis de nulle part, mais si la viande de lapin est vraiment comestible, alors il décide qu'il serait préférable de l'emporter avec lui au cas où il aurait besoin de nourriture plus tard. Après avoir mis la carcasse du lapin dans son sac, Hibiki commence à essayer de comprendre ce qu'était cette voix dans sa tête, et il se souvient que la dernière fois qu'elle a parlé, elle répondait à une question qu'il avait posée, alors il soulève son sac et demande ce que c'est. Comme prévu, le système répond et informe Hibiki que c'est un sac fabriqué à partir de matériaux qui n'existent pas dans ce monde. Il sait maintenant comment déclencher les réponses du système, donc il décide d'essayer quelques autres choses et demande au système d'expertiser le ciel, mais le système lui dit qu'il n'y a rien à expertiser. Il regarde ensuite le sol et demande au système de l'expertiser, et à son horreur, on l'informe qu'il regarde un mangeur de labyrinthe de niveau 273. Hibiki essaie quelques fois de plus pour s'assurer que ce n'est pas un hasard, mais le sol est définitivement un mangeur de labyrinthe, et il n'est pas préparé à faire face à cela, alors il décide de l'ignorer et de passer à autre chose. Il tente ensuite de s'expertiser lui-même, et bien sûr, un panneau apparaît avec son nom, son âge et ses statistiques tous affichés. Hibiki a 16 ans, et son travail est apparemment celui d'expertiseur, ce qui n'a aucun sens pour lui parce que jusqu'à il y a quelques minutes, il n'était encore qu'un lycéen normal. Il tente de demander au système comment il est arrivé ici, mais cela ne lui répond pas cette fois, et maintenant qu'il y pense, il a été bien trop décontracté à propos d'avoir une voix désincarnée dans sa tête. Il demande au système ce qu'il est, et on l'informe que le système est son support de statut, et qu'il n'est pas autorisé à répondre à des questions concernant des informations personnelles. Il n'est pas non plus autorisé à lui parler à moins de répondre à une question, donc Hibiki ne peut pas du tout avoir de conversation avec lui. Depuis son écran de statut, Hibiki peut voir qu'il a un tas de compétences, et il n'est pas sûr de ce qu'elles font, alors il décide de les essayer l'une après l'autre. La première compétence qu'il utilise s'appelle œil expert, et pendant une seconde, l'ego de Hibiki s'active, lui faisant croire qu'il est sur le point de devenir l'un des 3 meilleurs protagonistes d'Isekai avec ça, mais rien ne se passe. Heureusement, personne n'était là pour le voir s'humilier comme ça, mais il sait maintenant qu'il ne connaît absolument rien à ses compétences, alors il demande au système s'il existe un tutoriel d'une sorte ou d'une autre qu'il pourrait utiliser. Le système informe Hibiki qu'il est déjà dans le tutoriel, mais il ne sait pas ce que cela est censé signifier, alors il décide de continuer à tester ses compétences. La suivante s'appelle carte du monde, et alors qu'il active la compétence, un écran apparaît devant lui avec un tas de lignes dessinées dessus. Ce n'est pas exactement ce à quoi il s'attendait en activant la carte du monde, mais il suppose que les lignes doivent représenter le chemin qu'il a pris pour arriver ici quand il fuyait le lapin. D'après ce que l'on peut voir, il a voyagé en cercle pendant tout ce temps, ce qui est décourageant à découvrir, mais au moins maintenant il ne refera plus cette erreur. Après avoir marché un moment, Hibiki finit par trouver une route, et il est vraiment excité parce que cela signifie qu'il peut enfin se rendre dans une ville, mais il s'est apparemment un peu trop excité car il finit par trébucher et tomber face la première sur la route de pierre froide. Juste à ce moment-là, le système informe Hibiki qu'il a reçu le titre de naufragé dans son Isekai, ce qui n'a aucun sens pour lui, alors il l'ajoute à la liste grandissante des choses qu'il ne comprend pas. Alors qu'il détourne le regard de la fenêtre du système, il entend soudain le bruit d'un grognement terriblement proche de lui, et même mon ego ne pense pas que je pourrais gérer celui-ci, donc Hibiki est définitivement cuit. Heureusement pour lui, le monstre reçoit une balle dans la tête avant qu'il ne puisse lui faire du mal, et celle qui est responsable du tir est Amelia.
Elle s'approche de Hibiki et lui demande s'il va bien, et Hibiki dit qu'il va bien, mais ensuite elle lui demande ce qu'il faisait dans le mangeur de labyrinthe. Hibiki n'a toujours aucune idée de ce qu'est un mangeur de labyrinthe, alors Amelia explique que c'est un monstre qui se déguise généralement en prairie. Il ne vous attaquera pas directement la plupart du temps, mais il fait tourner en rond les gens qui s'y retrouvent coincés jusqu'à ce qu'ils finissent par s'épuiser, moment auquel il les dévore. Hibiki est choqué d'avoir été si proche de se faire dévorer, mais quand Amelia lui demande pourquoi il était là-bas en premier lieu, il explique que ce n'était pas son choix. Il est juste en quelque sorte apparu là-bas. Amelia est vraiment confuse quand elle entend cela, alors pendant qu'elle essaie de comprendre ce que Hibiki veut dire, Hibiki essaie de comprendre qui elle est en l'expertisant. Grâce au système, Hibiki apprend qu'Amelia est une elfe de la vraie vie, mais l'information la plus choquante est le fait qu'elle a 56 ans parce qu'il la croyait bien plus jeune. Amelia attire soudain la tête de Hibiki contre sa poitrine et dit qu'elle est contente qu'un enfant innocent n'ait pas été victime du mangeur de labyrinthe, mais en l'entendant l'appeler enfant, Hibiki demande à Amelia quel âge elle pense qu'il a. À cause de sa petite taille, Amelia avait supposé que Hibiki avait 10 ans au maximum, mais il l'informe qu'il a en réalité 16 ans, et tirer un adolescent au hasard contre votre poitrine est bizarre peu importe comment on regarde les choses, surtout parce que dans ce monde, on est considéré comme un adulte une fois que l'on a 15 ans. Hibiki et Amelia finissent par passer la nuit à camper ensemble, et Amelia s'excuse pour le malentendu plus tôt, mais Hibiki dit que cela ne l'a pas vraiment dérangé. Après avoir mangé le lapin cornu que Hibiki a attrapé pour le dîner, les deux s'assoient pour boire du thé, et Hibiki profite de l'occasion pour demander à Amelia quel est cet endroit. Elle explique que c'est le royaume d'Abarachia, mais elle ne comprend pas comment Hibiki peut être si ignorant de ce pays, alors il explique qu'il n'est pas d'ici. Il dit qu'il vient d'un pays lointain appelé le Japon, mais Amelia dit qu'elle n'a jamais entendu parler d'un endroit comme ça auparavant, et le fait qu'elle ne sache pas ce qu'est le Japon confirme à Hibiki qu'il est bien dans un nouveau monde. Amelia peut voir que Hibiki doit être anxieux d'être si loin de chez lui, alors elle propose de rester un moment et de l'emmener dans une ville voisine pour qu'il puisse commencer sa vie, et Hibiki apprécie vraiment ce geste. Quand vient l'heure de se coucher, Amelia lance un sort d'alarme aérienne pour la prévenir au cas où quelque chose de dangereux s'approcherait, mais Hibiki s'était déjà endormie avant qu'elle ait fini de lancer le sort. Elle est surprise qu'il lui fasse autant confiance alors qu'il vient littéralement de la rencontrer, et ce n'est pas la seule chose étrange chez ce garçon. Il n'a aucune connaissance de ce monde, et il porte des vêtements qu'elle n'a jamais vus auparavant, alors elle suppose qu'il doit être la personne précieuse dont les esprits lui ont parlé avant qu'elle ne vienne ici. Avant que Hibiki ne soit envoyé dans ce monde, il passait ses jours à traîner avec ses amis, et ils étaient tous excités à l'idée des vacances d'été à venir car ils avaient tous tellement grandi. Tous sauf Hibiki, qui fait toujours un M50 tout juste. Les autres ont essayé de l'encourager en disant qu'il y avait encore de l'espoir pour une poussée de croissance plus tard, mais Taiki par contre est en fait jaloux de Hibiki parce que, d'une manière ou d'une autre, en échange du malus de taille, toutes les filles qu'il rencontre se pâment absolument devant Hibiki, et il ne sait pas pourquoi. Maintenant qu'il y pense, Taiki a raison. Cette conversation a eu lieu le dernier jour d'école avant les vacances d'été, et Hibiki était sur le point d'entrer dans une salle de classe quand soudain il y a eu un brillant éclair de lumière, et la chose suivante dont il se souvient, c'est qu'il était ici. Hibiki se réveille et se demande si ses amis vont bien parce qu'ils doivent être morts d'inquiétude pour lui en ce moment, et pour empirer les choses, son téléphone est à 12%, donc il va bientôt être à plat. Juste à ce moment-là, il sent quelque chose de dur lui frapper la tête, alors il regarde pour voir d'où ça venait, et il s'avère que c'était juste un bouton qui n'a pas pu contenir la personnalité d'Amelia. Il se lève pour regarder toutes les particules flottantes dans l'air, et il est curieux de savoir ce qu'elles sont, alors il demande au système de les expertiser, et on l'informe qu'elles font partie d'une barrière magique qu'Amelia a installée pour l'avertir des intrus. Le fait que la magie existe ici est une preuve supplémentaire que ce n'est pas son monde d'origine, donc Hibiki doit commencer à réfléchir à un moyen de revenir dès que possible. Il s'assoit sur un rocher à proximité et décide de regarder à nouveau ses statistiques pour comprendre ce qu'il a. Il demande au système ce qu'est un expertiseur, donc le système explique qu'un expertiseur est une classe de travail de rareté de rang B. Cela vous permet de voir les informations et les capacités liées à une cible, mais comme c'est une classe non combattante, elle n'est pas fournie avec des compétences utiles au combat. C'est tout ce que le système est prêt à lui dire, mais Hibiki a encore beaucoup de questions comme ce que signifie la partie provisoire de son travail, mais il va devoir garder cela pour un autre jour. Le lendemain matin, Amelia se réveille et est surprise par la réalisation que ses melons ont été suspendus au vent toute la nuit parce qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle avait perdu un bouton. Un instant plus tard, Hibiki se réveille, donc elle se détourne, gênée, et quand Hibiki réalise ce qui se passe, il sort le bouton qu'il a frappé au visage la nuit dernière, mais cela fait penser à Amelia qu'il a intentionnellement volé son bouton, alors elle le frappe au visage. Un peu plus tard, une fois que le malentendu a été dissipé, Amelia s'excuse auprès de Hibiki de l'avoir frappé. Hibiki dit que ce n'est pas grave puisqu'elle lui a donné une potion pour guérir ses blessures, donc il n'y a pas de rancune. Alors qu'il marche,
Hibiki lui demande à quelle distance se trouve la ville d'ici, et selon ses calculs, une fois sorti de la forêt, il devrait pouvoir y arriver dans environ une demi-journée. Hibiki est content de l'entendre, mais il est un peu inquiet par le fait qu'il y a des monstres partout. Amelia lui dit qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter des monstres tant qu'elle est avec lui, mais elle est surprise qu'il ait pu sentir les monstres en premier lieu. Hibiki dit qu'il les a juste vus grâce à sa compétence carte du monde, mais dès qu'Amelia entend cela, elle panique parce que la compétence carte du monde est une compétence AA extrêmement utile. Elle dit que n'importe quel aventurier aimerait avoir une compétence comme celle-là, mais Hibiki ne comprend pas pourquoi c'est si important puisque tout ce qu'elle fait est de lui montrer où il est déjà allé et de l'alerter des monstres à proximité. En fait, il peut voir quelque chose appelé un lapin à cornes de cristal à proximité, et dès qu'Amelia entend cela, elle devient excitée parce que les lapins à cornes de cristal sont extrêmement précieux. Ils valent facilement plus de 200 pièces d'or, alors elle attrape Hibiki et lui demande de lui montrer où se trouve le lapin. Ils finissent par localiser le lapin à cornes de cristal, et après l'avoir expertisé, Hibiki découvre quelque chose à son sujet. Il est stupide, il a une compétence de fuite, et il a aussi une compétence de détection de présence. Amelia est capable de masquer l'odeur et le son d'elle-même et de Hibiki en utilisant sa magie de vent pour empêcher le lapin de les détecter, mais tant qu'il a la compétence de fuite, aucune des attaques d'Amelia ne va atterrir. Cependant, il y a une exception. Quand le lapin à cornes de cristal attaque, il ne peut pas utiliser sa compétence de fuite, et maintenant que Hibiki sait cela, il élabore un plan. Il suggère qu'il devrait tromper le lapin pour qu'il l'attaque afin qu'il ne puisse pas utiliser la fuite. Amelia ne pense pas que le lapin tombera dans un piège aussi simple, mais Hibiki lui assure que cela fonctionnera. Au moment d'exécuter le plan, Amelia crée une série de murs de roches autour de lui pour le forcer à se diriger vers Hibiki, qui est allongé sur un rocher comme appât, et une fois qu'il commence à charger vers lui, elle lui tire dans la tête. Elle est surprise de voir à quel point c'était facile car elle s'attendait à ce qu'un monstre aussi précieux soit plus difficile à attraper, mais elle ne se plaint pas de cette victoire facile. Hibiki a également beaucoup monté de niveau grâce à ce succès, même si c'est Amelia qui a tué le lapin parce qu'il a beaucoup contribué au succès du plan, donc c'est gagnant-gagnant. Hibiki et Amelia arrivent plus tard dans la ville de Raoul, et comme les vêtements étranges d'Hibiki attiraient probablement une attention indésirable, Amelia lui offre sa capuche pour qu'il se couvre jusqu'à ce qu'il puisse obtenir une nouvelle tenue. Elle lui rappelle également qu'ils vont obtenir une bonne somme d'argent après qu'elle aura vendu cette corne de cristal, donc ils pourront aussi faire du shopping pour de l'armure et des armes. En parlant d'argent, Hibiki lui demande combien vaut une pièce d'or ici, mais elle est choquée d'apprendre que, de toute chose, Hibiki ignore même comment fonctionne l'argent. Hibiki ne veut pas détériorer davantage l'opinion qu'elle a de lui, alors il fait semblant de plaisanter et demande plutôt au système de lui expliquer. Le système répond et explique qu'une pièce d'or vaut environ 10 000 yens, donc quand Amelia a dit que cette corne vaut 200 pièces d'or, cela équivaut à 2 millions de yens. Il est logique qu'elle ait été si impatiente de l'obtenir. Amelia pose sa main sur le visage d'Hibiki et lui dit qu'il devrait probablement s'abstenir de se faire passer pour un ignorant total dans cette ville parce que, s'il n'est pas prudent, il va se faire arnaquer. Il sait qu'elle a raison, mais la façon dont elle le dit l'énerve vraiment pour une raison quelconque. Quelques minutes plus tard, Hibiki et Amelia arrivent à la guilde, et les autres clients de la guilde sont surpris de la voir, mais encore plus surpris qu'une solitaire comme elle est maintenant un ami. Ils ne comprennent pas pourquoi elle traînerait avec un enfant, mais Amelia explique que même si Hibiki manque de hauteur, c'est en fait un adulte. Les aventuriers supposent que cela doit signifier qu'il est un novice, alors ils s'excusent de l'avoir taquiné sur sa taille et lui souhaitent bonne chance pour son premier jour. Une fois qu'ils sont partis, Amelia emmène Hibiki au comptoir d'accueil pour rencontrer la réceptionniste, Juel, et Hibiki ne peut s'empêcher de remarquer que Juel a des oreilles de chat. Amelia dit à Juel qu'elle aimerait vendre un objet, donc elle veut négocier dans une salle privée. Juel comprend, alors elle les conduit au bureau du maître de guilde, où Hibiki est présenté au maître de guilde, Bol. Au moment où Hibiki voit Bol, il est rempli d'une admiration absolue car il n'a jamais vu une forme aussi massive de perfection avant. Bol devine qu'Hibiki est un passionné de muscles comme lui, alors il enlève sa chemise pour fléchir les fruits de ses années de travail. Hibiki est encore plus émerveillé maintenant, alors il demande à Bol s'il a des conseils pour lui. Il avait essayé de s'entraîner par le passé pour compenser son manque de taille par des muscles, mais sa silhouette est trop petite, donc il n'en a jamais tiré grand-chose. Bol commence à lui donner des conseils de gym utiles, mais Juel et Amelia commencent à s'impatienter parce qu'elles sont venues pour vendre un objet, pas pour parler de muscles, alors elles arrosent toutes les deux Hibiki et Bol avec de l'eau pour les faire revenir à la réalité. Une fois qu'ils ont séché, ils s'assoient tous pour commencer les négociations, et alors qu'Amelia pose la corne, Bol est impressionné car celle-ci est 3 fois plus grosse que celle qu'elle avait apportée il y a quelques années. Il lui offre 400 pièces d'or sur le champ, et Hibiki pense que c'est une très bonne affaire puisqu'Amelia n'en attendait que 200. Cependant, il a gravement sous-estimé à quel point Amelia peut être gourmande. Car maintenant qu'elle sait qu'elle peut en obtenir plus, elle exige 800 pièces d'or à la place.
Bol dit qu'il ne peut pas monter aussi haut sur le prix, mais Amelia le force à prendre une décision en menaçant d'aller à la guilde de la capitale pour une meilleure offre. Bol finit par céder et accepte de payer 700 pièces d'or, ce qui était bien au-delà du budget. Amelia est contente d'avoir réussi à obtenir une si bonne affaire pour elle-même car maintenant Hibiki va certainement lui demander de former un groupe avec elle, et alors elle ne sera plus une solitaire. Elle est si heureuse qu'elle pourrait sauter de joie, mais elle est peut-être devenue un peu trop excitée car son bouton décide de partir en vacances encore une fois, et sa poitrine est de nouveau laissée bien en vue. Ainsi, Juel expulse Bol et Hibiki de la pièce pour qu'elle puisse raccommoder les vêtements d'Amelia, et comme cela va prendre un certain temps, Hibiki décide d'aller attendre à une table. Pendant qu'il est là, le système l'informe que sa compétence de tutorat de niveau 1 a atteint les conditions de niveau supérieur, ce qui est bien, mais Hibiki ne sait pas exactement ce que cela signifie, alors il demande une explication. Le système explique que le tutorat est une compétence qui accorde essentiellement un plot armor à ceux qui ont un taux de survie extrêmement bas, et qu'elle a été spécialement conçue par Dieu pour garantir qu'Hibiki ne meure pas à son apparition. Hibiki n'arrive pas à croire qu'il a vraiment reçu sa compétence de Dieu, mais juste à ce moment-là, il entend une voix séparée dans sa tête, et il s'avère que c'est celle du Dieu qui veille sur lui. Il ne serait pas allé aussi loin sans l'aide du Dieu, alors il est reconnaissant. Cependant, le Dieu lui dit qu'il doit quand même faire de son mieux pour rester en vie car son haut plot armor ne durera pas éternellement. Quelques instants plus tard, Amelia revient après avoir fait réparer sa chemise, mais juste à ce moment-là, elle reçoit une lettre pour une demande de mission, et cela implique sa ville natale, donc elle ne peut pas refuser. Elle ne pourra pas non plus emmener Hibiki, alors elle s'excuse, mais elle va devoir quitter la ville pour un certain temps. Pendant ce temps, à l'intérieur d'une caverne sombre, une aventurière cherche activement quelque chose, mais malgré tous ses efforts, elle ne trouve aucune trace de l'objet, donc elle n'a aucune idée d'où il pourrait se trouver. De retour dans la ville, Amelia demande à Hibiki s'il va vraiment s'en sortir seul, mais il lui dit qu'il peut se débrouiller. Il est reconnaissant envers Amelia pour son aide jusqu'à présent, mais il ne veut pas continuer à être un fardeau pour elle, donc il doit trouver comment se débrouiller par lui-même. Il dit qu'il prévoit de devenir aventurier parce qu'il a vu quelques quêtes à la guilde que même un non-combattant comme lui pourrait accomplir. Amelia est contente d'apprendre qu'Hibiki a déjà un plan en tête, et pour lui faciliter un peu les choses, elle lui dit qu'il peut rester dans la chambre qu'elle loue en attendant. Elle lui tend une carte et lui dit que quand il y arrivera, il devrait demander une dame nommée Tanya, et elle s'occupera de lui. Elle promet de le revoir à son retour, mais alors qu'elle s'apprête à partir, Hibiki se souvient qu'il doit lui rendre son poncho. Amelia lui dit qu'il peut le garder, mais Hibiki pense qu'elle en a bien plus besoin que lui parce que ses boutons n'arrêtent pas de sauter. Après s'être souvenu de ce qui s'est passé, Amelia s'enfuit, gênée, car elle n'arrive pas à croire qu'Hibiki a vu sa poitrine 3 fois maintenant. Cependant, elle ne regarde pas où elle va, donc elle finit par heurter l'aventurière de tout à l'heure. Elle réussit à se rattraper avant de tomber et s'excuse immédiatement, demandant si la fille va bien, mais la fille ne détourne pas du tout le regard. Un garde s'approche après avoir entendu tout ce remue-ménage et demande à Amelia pourquoi elle est si pressée, alors Amelia explique qu'elle est justement en route pour accomplir une mission dans sa ville natale. Dès que la fille entend cela, elle s'intéresse et demande si Amelia fait référence au village elfe de Fernotte. Après qu'Amelia l'a confirmé, la fille arbore un large sourire malicieux. Elle mentionne alors qu'elle se rend justement là-bas aussi, donc elle et Amelia devraient pouvoir voyager ensemble. Après le départ d'Amelia, Hibiki passe presque tout son temps à dormir à l'intérieur, et la batterie de son téléphone est complètement déchargée, donc il n'a rien à faire. Il n'a pas vraiment à s'inquiéter de l'argent après la vente de la corne, mais il n'a toujours pas trouvé de moyen de rentrer chez lui, et le dieu ne lui a plus parlé depuis. Il essaie de demander à Juel si elle sait quelque chose sur un autre monde, mais cela semble signifier quelque chose de très différent ici car elle devient toute timide et le dirige vers un centre de jeu NSFW, ce qui n'est pas ce qu'il cherchait. Hibiki ne veut vraiment pas que les gens se méfient de lui, alors il évite beaucoup les interactions ces derniers temps, mais il ne peut pas continuer ainsi éternellement. Juste à ce moment-là, Tanya frappe à la porte d'Hibiki. Elle est venue parce qu'Hibiki n'est pas descendu pour le petit déjeuner ni pour le déjeuner plus tôt dans la journée, alors elle commençait à s'inquiéter. Il lui assure qu'il va parfaitement bien, et Tanya est contente de l'entendre, alors elle lui rappelle que le dîner sera bientôt prêt et qu'il devrait descendre quand il sera prêt à manger. Hibiki la remercie, et après son départ, il réalise qu'il va devoir commencer à gagner de l'argent parce que cet argent de la corne ne durera pas éternellement. Il demande au système d'afficher ses statistiques pour qu'il puisse déterminer dans quoi il serait bon, et le système fait comme demandé, mais Hibiki ne sait pas vraiment si ses statistiques sont bonnes ou non, alors il demande l'avis du système. Le système lui dit qu'il est essentiellement de la chair à canon avec ses statistiques actuelles, donc il ne devrait même pas envisager de tenter un combat en solo tel qu'il est maintenant. Hibiki s'en doutait un peu, alors il décide de jeter un œil à ses compétences pour voir s'il y a quelque chose d'utile. Il découvre qu'il a une compétence appelée Aimant Adam, mais il n'est pas sûr de ce qu'elle fait. Il a aussi 2 autres compétences,
contrat de médecine. Il demande au système ce que fait de médecine puisque cela semble plutôt utile, et le système l'informe qu'il s'agit d'une compétence qui lui permet d'acquérir des connaissances médicales détaillées en téléchargeant cette année d'études de médecine directement dans sa tête. Cela semble vraiment cool, alors Hibiki dit qu'il veut essayer, mais le système l'avertit qu'il ne peut pas arrêter le processus une fois qu'il a commencé et que les livres de médecine sont assez épais, donc cela va prendre un certain temps. Hibiki hésite un peu après avoir entendu cela, mais il décide quand même de continuer, et pour une fois, le système semble vraiment déçu par sa décision. Peu après, le livre de médecine apparaît devant Hibiki, et le transfert d'informations commence, mais cela fait bien plus mal qu'Hibiki ne le pensait. Quelques jours plus tard, le transfert de connaissances est enfin terminé, et Hibiki se sent absolument terrible car il n'a ni mangé ni dormi depuis si longtemps. Il décide de sortir pour faire quelques achats et s'éclaircir les idées, et après avoir pris un repas, il s'achète une armure et de l'équipement d'aventurier général. Il commente également le fait que l'acquisition de compétences est beaucoup plus difficile qu'il ne le pensait. Le système lui dit que toutes les compétences ne nécessitent pas la méthode de téléchargement de livres, donc il n'a pas à s'inquiéter de cela. Hibiki remarque également que le système semble beaucoup plus bavard depuis que son tutorat a monté de niveau, et puisqu'elle est réellement disposée à discuter avec lui, il décide de lui donner un vrai nom, disant qu'il l'appellera Sapo, et Sapo semble assez contente de cela. Hibiki retourne à la guilde pour voir s'il y a des quêtes pour lui, mais juste à ce moment-là, le groupe d'aventuriers qu'il a rencontré à son arrivée se précipite à l'intérieur car l'un d'eux a été gravement blessé au combat. Le gars a perdu un bras et une jambe, et il saigne encore abondamment, donc si rien n'est fait, il va mourir en peu de temps. Bol aurait pu le sauver, mais malheureusement, Juel dit qu'il n'est pas en ville en ce moment, et ils ont essayé toute la magie de guérison qu'ils connaissent, mais rien n'a fonctionné. Hibiki voit à quel point l'état du gars est grave, et il veut aider, alors il décide d'essayer ses compétences médicales nouvellement acquises pour voir si cela aide. Il s'approche et demande au groupe s'ils accepteraient de le laisser jeter un coup d'œil. Le groupe est si désespéré qu'ils n'ont pas vraiment le choix, alors il laisse Hibiki examiner leur ami, et après avoir utilisé une compétence d'examen, le système informe Hibiki que l'homme est actuellement sous l'effet d'un poison de cerf, ce qui explique pourquoi son saignement ne s'arrête pas. Il ne lui reste qu'environ 5 minutes avant de mourir, donc la seule façon de le sauver serait d'utiliser les sorts de guérison parfaite et de remède parfait. Cependant, utiliser ces sorts coûterait plus de 6 heures du soir, et Hibiki n'en a actuellement que 56, donc il n'y a aucun moyen qu'il puisse y arriver. Les autres voient l'expression inquiète sur le visage d'Hibiki et lui demandent si quelque chose ne va pas, alors il leur dit qu'il sait comment traiter leur ami, mais qu'il ne peut rien faire pour aider car il n'a pas assez de mana. Il demande s'il y a quelqu'un d'autre qui peut utiliser guérison parfaite et remède parfait, mais aucun d'eux n'a de compétences de ce genre, donc il n'y a pas beaucoup d'options. Juste à ce moment-là, le système informe Hibiki qu'il peut utiliser sa compétence de contrat pour former un contrat de transfert de PM afin de compenser le déficit, et tout ce qu'il a à faire est d'obtenir le consentement verbal de tous les groupes impliqués. Dès qu'il entend cela, il dit à tout le monde qu'ils doivent accepter de lui transférer leur PM, et comme il s'agit de sauver leur ami, ils acceptent tous sans hésiter. Hibiki gagne beaucoup de PM grâce au transfert, mais il lui en manque encore près de 2 cents, alors Juel propose de lui transférer aussi son PM. Dès qu'Hibiki atteint le montant requis, il lance les sorts de guérison, restaurant les membres blessés de l'aventurier et lui sauvant la vie. Cependant, Hibiki s'effondre un instant plus tard à cause de la tension d'avoir utilisé autant de PM d'un coup. Plus tard, Hibiki se réveille sur un canapé dans une salle de réunion, et son niveau a augmenté de pas mal, donc il est vraiment excité, mais après sa petite danse de célébration, il réalise que Juel était dans la pièce et qu'elle a tout vu, donc il est un peu gêné maintenant. Juel le remercie d'avoir sauvé son petit frère, et Hibiki est surpris d'apprendre que Jade est son frère, mais il dit qu'il était heureux d'aider. Elle mentionne également qu'elle a pris la liberté de mettre en place une ordonnance de silence pour s'assurer que personne ne parle de ce qui s'est passé aujourd'hui. Hibiki demande pourquoi, alors elle explique qu'il est presque inouï qu'une personne soit capable d'utiliser à la fois guérison parfaite et remède parfait, donc si la nouvelle se répand, quelqu'un va certainement essayer d'exploiter Hibiki pour son argent. Sur ce, elle lui dit qu'il devrait probablement rejoindre un groupe ou engager un garde du corps pour se protéger puisqu'il est non compétent, et pendant ce temps, au fond du donjon, il y a un homme loup qui semble parfait pour le travail. Hibiki décide d'engager un garde du corps pour lui-même, alors il planifie une réunion avec un homme nommé Debi pour en trouver un, mais Debi semble un peu bizarre car la première chose qu'il fait après avoir rencontré Hibiki est de commencer à le sentir. Après l'introduction gênante initiale, Debi fait sortir 5 de ses hommes les plus forts et dit à Hibiki de choisir celui qu'il veut comme garde du corps, mais Hibiki les refuse tous immédiatement. Il se sent mal de les avoir tous rejetés, mais bien qu'ils soient tous effectivement très forts, aucun d'eux n'avait des statistiques de MP suffisamment élevées. Hibiki aimerait avoir quelqu'un avec assez de MP pour que, si les choses se gâtent, il puisse l'utiliser pour activer ses compétences médicales.
Il s'excuse auprès de Debbie d'être si exigeant, mais Debbie dit que ce n'est pas un problème du tout car après tout, il peut sentir sur Hibiki l'odeur d'une grande fortune financière, donc il est plus qu'heureux de faire tout son possible pour l'aider à trouver ce qu'il cherche. En entendant Debbie parler de l'odeur de la fortune, Hibiki comprend que ce doit être la raison pour laquelle il le sentait plus tôt, et effectivement, quand il jette un coup d'œil à l'écran de statistiques de Debbie, il y a une compétence appelée sens de l'argent, qui lui permet probablement de sentir quand quelqu'un va devenir riche, mais Hibiki n'a aucune idée de comment cela fonctionne. Pendant qu'il continue de chercher des candidats appropriés, Hibiki regarde au bout d'un couloir sombre, mais Debbie lui dit que les options dans cette direction sont plutôt défectueuses, donc il ferait mieux de choisir un autre couloir. Il explique que les gens là-bas ne sont adaptés ni pour le combat ni pour le travail manuel, et ils n'ont pas non plus les moyens de retourner dans leur pays d'origine, alors Debbie a décidé de leur faire une faveur et de les laisser rester ici. En entendant que ces gens ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine, Hibiki se demande s'ils ont été isekai comme lui, alors il demande à Debbie de l'emmener vers eux. Debbie fait comme Hibiki le demande et le guide dans le couloir, mais ils finissent par tomber sur une cellule avec un homme loup et une petite fille à l'intérieur, et Debbie peut déjà deviner ce que Hibiki pense, alors il précise que ce n'est pas une de ces situations d'esclavage. Ils avaient des chambres normales avant, mais le loup a attaqué un autre invité il y a quelques jours parce qu'il voulait protéger la petite fille. C'était un malentendu, mais maintenant le loup s'énerve dès que quelqu'un s'approche, alors ils ont dû le mettre en cellule pour la sécurité des autres. Juste à ce moment, le loup crie après Hibiki de dégager, et Hibiki peut comprendre pourquoi les autres invités auraient peur de ce type, mais quand il jette un coup d'œil à ses statistiques, il remarque quelque chose d'intéressant. Le système l'informe que certaines statistiques du loup sont actuellement cachées, alors il utilise l'œil d'expert pour percer les falsifications, et Hibiki découvre que le loup est actuellement lié par une malédiction d'état connue sous le nom de chaîne immobile, et c'est essentiellement une malédiction invisible qui affaiblit sévèrement une cible de façon permanente, c'est pourquoi les statistiques du loup semblent si médiocres maintenant, mais avant la malédiction, il était un héros de niveau 95, et Hibiki ne s'attendait pas à trouver quelqu'un d'aussi incroyable. Ensuite, il essaie d'évaluer la petite fille, et il découvre qu'elle s'appelle Lilian, mais plus important encore, il découvre qu'elle est une sage avec la malédiction d'état de magie incontrôlable. Elle possède d'immenses quantités de puissance magique, mais comme elle ne peut pas la contrôler, elle finira probablement par s'autodétruire à un moment donné. Lilian et Claude ont tous deux plus qu'assez de puissance magique pour ce dont Hibiki a besoin, mais il est un peu préoccupé par les implications d'engager un héros et une sage comme garde du corps. Sapo suggère à Hibiki d'utiliser la compétence technique le mesure de soulagement car elle a la capacité de lever les malédictions d'état en fonction de sa maîtrise, et si cela signifie qu'Hibiki peut aider Claude, alors il veut essayer. Il dit à Debbie qu'il veut engager Claude et Lilian, et après cela, il les emmène dans la forêt. L'état de Claude est plutôt mauvais car il lui manque 2 bras et une jambe, mais il est toujours très protecteur envers Lilian car il pense qu'Hibiki prévoit de lui faire du mal maintenant qu'ils sont seuls dans les bois. Hibiki admet qu'il prévoit de faire beaucoup de choses, mais il assure à Claude qu'il n'y a rien à craindre. D'abord, il dit qu'il veut guérir les blessures de Claude, mais pour cela, il va avoir besoin de beaucoup de MP, alors il demande à Lilian de lui donner un coup de main. Claude pense que c'est une sorte de piège et avertit Lilian de ne pas faire confiance à Hibiki, mais si cela doit aider à guérir Claude, alors Lilian est prête à tout faire parce qu'elle lui doit beaucoup pour avoir pris soin d'elle. Elle accepte d'aider Hibiki, alors le contrat de partage de MP est formé, et maintenant qu'il a un approvisionnement suffisant en mana, il est capable de lancer une guérison parfaite sur Claude pour restaurer tous ses membres. Claude est émerveillé car il n'aurait jamais imaginé rencontrer quelqu'un avec une magie assez puissante pour restaurer son corps, même s'il mentirait s'il disait qu'il se sentait aussi bien que dans sa prime. Hibiki s'y attendait déjà, et il suppose que c'est probablement à cause de la malédiction, donc il s'en occupera ensuite. Claude est choqué d'apprendre qu'Hibiki est au courant de sa malédiction car elle devrait être invisible même pour les meilleurs évaluateurs, mais Hibiki explique qu'il a la compétence œil d'expert qui lui permet de voir des choses que la plupart des évaluateurs ne pourraient pas voir. C'est aussi ainsi qu'il sait que Claude était un héros et que Lilian sera une sage quand elle grandira, mais cela mis à part, il est temps de se débarrasser de cette malédiction. Il lance le sort de soulagement, et soudain, les chaînes invisibles liant Claude se matérialisent tandis qu'une paire de ciseaux descend d'en haut. D'un mouvement rapide, les ciseaux coupent l'une des chaînes liant Claude, et Hibiki est assez déçu car il trouve que c'est nul que le sort n'ait pu couper qu'une seule chaîne, mais c'est le meilleur qu'il puisse faire quand sa compétence de soulagement est encore seulement au niveau 1. Cela dit, même si une seule des chaînes a été coupée, Claude peut encore sentir qu'une partie de sa force d'antan lui revient, et il est profondément reconnaissant à Hibiki pour son aide, alors il propose de lui jurer allégeance. Hibiki dit que cela ne lui dérange pas, et Claude est heureux d'entendre cela, mais alors Sapo prend la parole et suggère qu'Hibiki devrait utiliser sa compétence de contrat pour exécuter le serment d'allégeance. La compétence de contrat a la capacité de tenir tous les groupes à leurs promesses, donc si Claude jure allégeance à Hibiki avec un contrat, il ne pourra jamais le trahir.
Hibiki trouve que cela semble juste puisque Claude était celui qui a suggéré de jurer allégeance en premier lieu, alors Claude exécute le serment, et après que le contrat a été formé, une marque apparaît sur les mains d'Hibiki et Claude pour symboliser leur pacte. Après que le pacte a été complété, Hibiki s'assoit avec Claude et Lilian pour leur expliquer quelques-unes de ses capacités. Il mentionne qu'il est capable d'utiliser un tas de sorts médicaux de haut niveau, mais qu'il n'a pas assez de MP pour activer aucun d'entre eux, c'est pourquoi il a besoin de partager leur MP pour utiliser ses capacités efficacement. Pour cette raison, il leur demande s'ils seraient prêts à former un contrat de partage de MP permanent avec lui, et Lilian et Claude acceptent tous, sans hésiter. Après avoir formé le contrat, Sapo informe Hibiki que son grimoire de compétences techniques a monté de niveau, et Hibiki s'apprête à demander ce que cela signifie, mais soudain, Claude dit qu'il a une question qu'il aimerait poser. Il a voulu poser la question depuis un moment, mais de temps en temps, il voit Hibiki regarder dans le vide en se parlant à lui-même, alors il s'inquiète que quelque chose ne cloche pas chez lui. Hibiki lui assure qu'il n'y a rien à craindre, et il explique qu'il a simplement une voix dans sa tête qui lui fournit des informations utiles de temps à autre, et Hibiki s'attendait un peu à ce qu'il pense qu'il est faux après avoir dit quelque chose comme ça, mais à sa surprise, Claude semble en fait connaître cette voix. Il la reconnaît comme la compétence de tutoriel, et si Hibiki a la compétence de tutoriel, alors cela doit signifier qu'il est une personne qui a été amenée ici depuis un autre monde. Hibiki n'arrive pas à croire que Claude connaisse les transmigrateurs, mais il n'en sait pas grand-chose sur ce titre, il en avait juste entendu parler avant. Cependant, Lilian, en revanche, n'a jamais entendu parler d'Izeke, alors elle demande une explication, et Claude explique que cela signifie simplement qu'Hibiki venait d'un endroit lointain. Hibiki leur demande s'ils sont vraiment d'accord avec le fait qu'ils viennent d'un autre monde. Claude dit que cela ne le dérange pas du tout, et en outre, n'importe qui serait heureux de faire équipe avec Hibiki puisqu'il est quelqu'un qui possède la compétence de tutoriel insaisissable qui n'est accordée que directement par Dieu. Hibiki est choqué d'apprendre que la compétence de tutoriel est vraiment surpuissante, alors il appelle Dieu et lui demande si elle est vraiment si forte. Dieu dit que ce n'est pas si grave, mais après tout, la compétence de tutoriel utilise actuellement environ un tiers de sa puissance, donc peut-être qu'elle est surpuissante. Après avoir discuté des détails avec Claude, il dit qu'il croit que le dieu auquel Hibiki est connecté est le dieu chef. En tout, il y a 11 dieux qui existent dans ce monde, et le dieu chef est considéré comme le premier, donc les capacités divines comme le tutoriel et l'œil d'expert ne peuvent être accordées que par lui. Hibiki n'avait aucune idée que le dieu chef était le plus ancien de ce monde car il lui parle toujours de manière décontractée, mais Claude pense que cela signifie que le dieu chef doit avoir pris goût à Hibiki. Cependant, Hibiki pense que, si quoi que ce soit, les dieux favorisent plus Claude et Lilian parce qu'avoir reçu les compétences d'un héros et d'une sage est incroyable. Bien qu'il pense que les dieux sont allés un peu trop loin quand ils ont donné à Lilian la compétence sanctuaire déchaînée car c'est un peu trop à supporter pour un enfant. Lilian demande de quoi Hibiki parle puisqu'elle n'a jamais entendu parler de cette compétence auparavant, alors Hibiki explique que c'est une compétence qui lui donne d'énormes quantités de puissance magique, à tel point que son corps ne peut pas tout contrôler. Lilian a le cœur brisé d'entendre cela car cette magie incontrôlable est ce qui a causé son rejet par sa famille et l'a forcé à vivre seul. Claude mentionne que les compétences magiques comme celle-ci relèvent généralement de la juridiction du dieu de la magie, alors Hibiki ne comprend pas pourquoi le dieu chef a donné une compétence comme celle-ci à Lilian, et le dieu chef admet qu'il a peut-être fait une erreur quand il a donné cette compétence à Lilian. Quand le dieu de la magie découvre ce qu'il a fait, elle est absolument furieuse. Après avoir réglé ses comptes avec le dieu chef, le dieu de la magie se présente à Hibiki et s'excuse pour le désagrément, mais une fois que l'une de ses compétences a été attribuée, elle ne peut pas être reprise, donc Lilian est coincé avec le sanctuaire déchaîné, mais heureusement, Hibiki possède aussi l'une de ses compétences de grimoire, donc puisqu'il est actuellement lié à Lilian par contrat, son MP peut être régulé s'il ajuste le débit. Hibiki décide d'essayer la compétence dont le dieu de la magie a parlé, alors il l'active, et un petit chat nommé Venez apparaît. Venez explique qu'elle a été envoyée par le dieu de la magie pour lui expliquer les tenants et aboutissants de la magie, mais avant même qu'elle puisse finir sa phrase, Lilian la ramasse et commence à la caresser parce qu'elle est si mignonne. Hibiki se joint aussi à l'amusement, et Claude a l'air visiblement contrarié parce qu'il se sent exclu. Quand Hibiki a fini de caresser Venez, il lui demande ce qu'il doit faire exactement pour utiliser la magie, et elle explique qu'elle-même est le grimoire, donc elle s'occupera de tout le lancement de sorts pour lui. Hibiki la remercie pour son aide et caresse à nouveau Venez sur la tête, mais cela fait perdre son calme à Claude parce qu'Hibiki ne l'a pas caressé une seule fois. Pourtant, ce chat qui est apparu il y a 10 secondes a reçu tellement d'attention de sa part, et il ne tolérera pas cette injustice. Un instant plus tard, Claude se calme et s'excuse pour son emportement, et Hibiki ignore complètement toute l'affaire tout en demandant à Venez de lui expliquer quelque chose sur la magie, mais Venez est trop choqué par tout ce qui vient de se passer pour ne serait-ce que bouger. Hibiki décide d'emmener Claude et Lilian faire du shopping pour acheter de l'équipement, et après que Claude a choisi son armure, il ressemble à un véritable guerrier. Cela dit,
Hibiki est plutôt surpris par le fait que Claude utilise une lance comme arme principale, car il a toujours supposé qu'un héros n'utiliserait qu'une épée. Claude explique que la lance est l'arme la plus adaptée à sa morphologie, et quant à la raison pour laquelle il ne porte qu'une armure partielle, il ferait bien trop chaud à l'intérieur s'il portait une armure complète. Après Claude, Lilian choisit également de l'équipement, et Hibiki pense que cela lui va bien, mais alors le marchand lui annonce que cela coûtera 25 pièces d'or. Hibiki est d'abord sous le choc car cela semble un prix élevé, mais apparemment, c'est plutôt bon marché pour de l'équipement d'aventurier. Lilian dit à Hibiki qu'il n'a pas besoin d'acheter l'équipement pour elle si cela coûte trop cher, mais Hibiki lui assure que ce n'est absolument pas un problème car sa vie est bien plus importante pour lui qu'un peu d'argent. Mais même s'il dit cela, vu tout ce qu'ils ont déjà dépensé, ils vont bientôt être ruinés s'ils ne terminent pas quelques quêtes rapidement. Et pour aggraver les choses, comme Veni se sent exclu puisque tout le monde reçoit du nouvel équipement, il choisit un collier, ce qui coûte à Hibiki 15 pièces d'or supplémentaires. Plus tard dans la journée, Veni emmène tout le monde dans la plaine afin de donner à Hibiki sa première leçon d'entraînement magique. Hibiki demande si on peut reporter cela à plus tard parce qu'ils doivent d'abord gagner plus d'argent, mais Veni insiste sur le fait que c'est vraiment important, car Hibiki et Lilian manquent de connaissances sur les bases de l'aventure, et encore plus sur les bases de la magie. Veni promet d'apprendre à Hibiki tout ce qu'il doit savoir sur la magie, et Hibiki est excité car il pense que cela signifie qu'il pourra se battre avec la magie. Mais malheureusement, Vini lui dit que le mieux qu'il pourra jamais obtenir est de la magie domestique basique, et Hibiki tombe dans le désespoir en entendant cela car cela signifie qu'il va rester un faible pour toujours. Malgré tout, Veni lui dit qu'il est important d'apprendre à contrôler le pouvoir magique, donc pour leur première leçon, il va faire apprendre à Hibiki comment faire circuler le mana afin qu'il puisse maîtriser le pouvoir magique de Lilian. La première étape pour y parvenir est de l'enregistrer comme groupe responsable. Hibiki lui demande comment il va faire cela, mais avant même qu'il puisse obtenir une réponse, Veni lui mord le doigt, et cela semble avoir suffi à compléter l'enregistrement. Veni s'approche ensuite de Lilian, et il lui dit que désormais, son pouvoir magique va être limité à environ 10% afin qu'elle ne cause pas de dommages à son corps, et plus elle apprendra à contrôler sa magie avec succès, plus elle pourra libérer sa véritable puissance. L'étape suivante du processus est de faire cultiver en duel Hibiki avec Lilian et de faire circuler le mana entre son corps et le sien pour le stabiliser, mais Hibiki n'a aucune idée de comment faire tout cela. Alors Veni demande à Claude d'injecter un peu de son mana dans le corps d'Hibiki afin qu'il puisse en ressentir l'effet. Claude fait comme demandé, et un instant plus tard, Hibiki se retrouve dans un espace vide sans personne autour de lui. Un instant plus tard, il remarque une elfe assise près du lac, alors il s'approche d'elle, et elle l'appelle par le nom de Claude. Hibiki est d'abord confus, mais puis il baisse les yeux vers lui-même et réalise qu'il est vraiment Claude, donc ce doit être les souvenirs de Claude. Le nom de la femme elfe est Anastasia, et Claude a été à ses côtés depuis qu'elle était petite. Ils ont combattu, pleuré et ri ensemble, et Claude avait espéré que les choses resteraient ainsi pour toujours. Mais un jour, Anastasia l'a trahi, massacrant tout un groupe de soldats et tranchant le bras de Claude, le tout avec un sourire sur son visage. Au moment où Hibiki se réveille, il voit Claude se tenir au-dessus de lui demandant s'il est réveillé. Au début, Hibiki est toujours convaincu qu'il est Claude, mais après quelques minutes, on lui rappelle qui il est. Il trouve étrange d'avoir vraiment cru qu'il était Claude pendant un moment, mais Veni explique que c'est probablement parce que le fait que Claude ait partagé son mana avec Hibiki l'a plongé profondément dans la conscience de Claude, donc il a perdu son sens de lui-même pendant un moment. Sur ce, Veni demande à Hibiki s'il a vu quelque chose d'intéressant dans les souvenirs de Claude, mais Hibiki ne se souvient pas vraiment de grand-chose de ce qui s'est passé à part le fait que c'était mauvais. Un peu plus tard, Hibiki s'entraîne à apprendre à utiliser la magie domestique. Pour apprendre la magie, il doit répéter les actions des tâches ménagères encore et encore avant de pouvoir l'apprendre, mais il s'y exerce depuis un moment maintenant, et selon sa peau, il n'a toujours fait aucun progrès dans l'apprentissage de la magie domestique. Juste à ce moment, Lilian et Claude entrent à la recherche d'Hibiki car c'est l'heure du dîner, mais Claude renverse accidentellement un seau, annulant tout le dur travail d'Hibiki qui avait nettoyé le sol. Il implore le pardon d'Hibiki, mais Hibiki dit que ce n'est pas si grave car il peut simplement nettoyer le sol à nouveau. Pendant que Claude réfléchit encore à ce qu'il a fait, Hibiki nettoie à toute vitesse toute la pièce ainsi que tout le couloir. Après avoir terminé, il demande à Sapo si cela suffisait pour débloquer la magie domestique, mais Sapo lui dit qu'il a encore beaucoup de chemin à faire. Juste à ce moment, l'aubergiste vient appeler le groupe pour le dîner, et elle est émerveillée par ce qu'elle voit car le couloir n'a jamais été aussi propre auparavant. Elle demande à Hibiki si c'est lui qui a fait cela, et après qu'il l'a confirmé, elle lui dit qu'elle est très satisfaite, tellement satisfaite, en fait, qu'elle lui offre de lui glisser un peu de lait supplémentaire pendant le dîner. Hibiki n'y pense pas plus, mais elle parlait probablement de le lui donner directement de la source. Plus tard, Hibiki et Lilian continuent leur entraînement magique, et Lilian a déjà appris à invoquer quelques sorts basiques, ce qu'Hibiki trouve très impressionnant. Pendant qu'elle et Veni travaillent à améliorer son contrôle,
Claude s'approche d'Hibiki et lui demande s'il aimerait faire un peu d'entraînement physique aujourd'hui. Hibiki n'est pas exactement contre l'idée, mais il doute d'être assez fort pour utiliser une épée au combat. Mais pas d'inquiétude, car Claude a déjà pensé à cela, c'est exactement pourquoi il a apporté un arc pour qu'Hibiki l'utilise à la place. Il installe une cible sur laquelle Hibiki doit viser, et Hibiki fait de son mieux, mais sans surprise, il est nul au tir à l'arc tout comme pour tout le reste. Cependant, peu importe à quel point Hibiki peut sembler inutile, Claude refuse d'abandonner, alors il ordonne à Hibiki d'étirer son dos, de tirer la corde de l'arc plus loin, et de réessayer. Maintenant qu'Hibiki utilise une forme correcte, ses flèches atteignent au moins l'arbre, mais sa visée est toujours nulle. Hibiki est épuisé car il n'avait aucune idée que le tir à l'arc était si exigeant, car Amelia le rendait si facile, mais Claude lui dit qu'il s'y habituera puis il s'entraînera. Hibiki lui demande s'ils peuvent au moins faire une pause pour aujourd'hui car ses mains sont toutes rouges et enflées, mais Claude lui dit calmement d'arrêter de faire l'idiot. Hibiki peut utiliser la magie de guérison pour soigner ses mains, donc il n'a jamais besoin de faire de pause. Et ainsi, Hibiki est forcé de tirer des flèches encore et encore sur l'arbre. Ailleurs, Amelia est toujours sur son chemin de retour vers sa ville natale, et elle se demande comment va Hibiki. Elle est sûre qu'il serait surpris d'apprendre qu'elle s'est fait des amis pendant son voyage. Steria remarque qu'Amelia semble de bonne humeur à propos de quelque chose, mais Amelia dit qu'elle ne sait de quoi Steria parle. Le chemin devant se divise en deux sections, mais même si Amelia sait que l'un des chemins est plus court, elle suggère tout de même qu'il devrait prendre l'autre chemin. Ivor demande pourquoi, alors Amelia explique que le raccourci traverse une forêt en ruine, et la rumeur dit que les âmes qui hantent cette forêt jouent des tours à quiconque s'approche, il est donc préférable de rester à distance. Cependant, malgré l'avertissement d'Amelia, Ivor pense que la forêt semble intéressante et décide qu'elle veut aller voir. Amelia ne comprend pas pourquoi Ivor voudrait aller dans une forêt hantée, mais Ivor dit que ce genre d'endroit est généralement l'endroit où l'on trouverait un trésor caché, donc cela vaut le coup d'aller voir. Amelia comprend son raisonnement, mais elle est presque sûre que les trésors cachés ont déjà été récupérés par les aventuriers de passage. Cela dit, elle accepte quand même d'y aller car elle est pratiquement ruinée en ce moment, donc s'il y a une chance de trouver un trésor, elle pourrait bien tenter sa chance. Pendant ce temps, du côté d'Hibiki, alors que Lilian continue son entraînement, Hibiki prépare le déjeuner pour tout le monde. Après avoir goûté le repas, il réalise qu'il est un peu fade, alors il s'apprête à ajouter des épices. Lilian veut aider, alors elle tend à Hibiki le sel et le poivre, et quand elle goûte la nourriture, elle la trouve absolument délicieuse. Maintenant que la nourriture est prête, Hibiki sert tout le monde, et ils aiment tous la nourriture qu'il a préparée. Mais en ce qui concerne les accompagnements que Claude a fait, Hibiki essaie de manger un champignon, et dès qu'il prend une bouchée, il réalise que quelque chose ne va pas parce que Claude n'a pas bien nettoyé le champignon. Il remarque également un manque flagrant de pommes sur la table alors qu'il se souvient avoir demandé à Claude d'en chercher. Claude essaie de faire semblant d'avoir oublié, mais Lilian trouve tout un tas de pommes derrière lui, alors elle commence à gronder Claude et lui dit qu'il ne devrait pas cacher ses erreurs. Hibiki demande si Claude sait au moins comment dépecer les monstres, car la plupart des aventuriers sont capables de faire au moins cela. Claude déclare fièrement qu'il est excellent en dépeçage, alors Hibiki lui dit que ce sera son travail à partir de maintenant parce que ses compétences culinaires sont absolument nulles. Claude recule de honte et essaie d'expliquer que son manque de compétences culinaires est dû à la malédiction, et que si Hibiki parvient un jour à supprimer la malédiction, alors il sera vraiment bon en cuisine. Mais ni Hibiki ni Lilian ne le croient vraiment. En parlant de la malédiction, Hibiki demande à Claude s'il sait qui lui a jeté la malédiction. Claude réfléchit une seconde, mais il répond en disant qu'il ne sait pas, et Hibiki ne le questionne pas davantage après cela. Un peu plus tard, tout le monde a fini le dîner pour la journée, alors Hibiki fait la vaisselle dans la rivière quand soudain, on l'informe qu'il a enfin débloqué un sort de tâche ménagère qui lui permet de laver les choses automatiquement. Hibiki est vraiment excité d'apprendre cela, mais Sapo a en fait encore une chose à mentionner, alors elle le prévient qu'un gros sanglier monstre se dirige par ici. Effectivement, il y a vraiment un sanglier monstre, et il semble vraiment en colère pour une raison quelconque, mais Hibiki et les autres ne sont pas vraiment inquiets car Claude est là pour s'en occuper. D'un seul coup de sa lance, le sanglier tombe mort au sol. Même si la menace immédiate a été éliminée, Claude prévient que s'ils ne font rien rapidement avec le sang du sanglier, alors l'odeur du sang attirera encore plus de monstres. C'est là que le nouveau sort appris par Lilian entre en jeu, elle peut l'utiliser pour aspirer et isoler tout le sang du sanglier, donc il ne reste qu'une carcasse propre. Maintenant, Claude prévoit d'utiliser cette opportunité pour apprendre à Hibiki comment dépecer un monstre afin qu'il puisse essayer lui-même la prochaine fois, et Hibiki semble un peu hésitant car le dépeçage semble vraiment dégoûtant. Pendant ce temps, du côté d'Amelia, elle et les autres viennent d'atteindre le fort dans la forêt en ruine, et Ivor est convaincu que s'il y a un trésor, il doit être là-dedans. Amelia et Steria décident d'entrer pour vérifier, et pendant qu'elles sont parties, Ivor vérifie si cet endroit contient l'âme sans repos qu'elle recherche. Mais même s'il y a effectivement des âmes sans repos ici, ce n'est pas ce qu'elle recherche. Pendant ce temps,
à l'intérieur du fort, Amelia et Steria semblent avoir été victimes des tours fantomatiques ici. Amelia hallucine actuellement qu'elle a trouvé une tonne de trésors, et Steria hallucine qu'elle se guève le visage dans la poitrine d'Amelia. Mais en réalité, aucune de ces choses ne se produit. De retour avec Hibiki, le groupe a fini d'emballer toute la viande de sanglier, et ils se préparent à continuer leur voyage. Mais tout ce travail les a vraiment salis, alors Hibiki veut prendre un bain, mais il n'y a pas de temps pour cela maintenant. Heureusement, il a maintenant le sort de lavage à bulles, alors il dit qu'il veut l'essayer. Mais l'entendre dire cela met Lilian et Claude sur leur garde car, compte tenu de la nullité d'Hibiki en tout, ils ne veulent pas risquer de le laisser utiliser un nouveau sort sur eux. Cependant, il est déjà trop tard pour reculer maintenant, car Hibiki a déjà lancé le sort sur Claude. Et il s'avère que cela fonctionne très bien car Claude ressemble maintenant à un modèle de loup-garou. Hibiki et les autres sont plutôt fauchés en ce moment après toutes les dépenses qu'ils ont engagées, alors il suggère qu'ils devraient enfin commencer à accepter des quêtes d'aventuriers pour gagner un peu d'argent. Tout le monde est d'accord là-dessus car Hibiki et Lilian sont devenus pas mal plus forts après tout leur entraînement, mais Claude insiste pour qu'ils commencent uniquement avec des missions de rang F. Après cela, ils vont à Juel pour s'enregistrer officiellement en tant qu'aventuriers, et une fois que c'est fait, Claude sélectionne un tas de quêtes de rang F pour eux. Hibiki lui demande pourquoi ils en prennent autant, alors il rappelle à Hibiki que les quêtes de rang F ne rapportent presque rien, donc s'ils veulent gagner de l'argent, ils doivent en accomplir plusieurs à la fois. Parmi toutes les quêtes, Claude remarque qu'une d'elles a un rang assez élevé. La quête consiste à trouver un bandit en fuite, mais le seul indice disponible sur l'identité de ce bandit est la voilure de sa queue, et ce n'est pas grand-chose, c'est pourquoi le rang de la quête a été augmenté. Hibiki n'a pas vraiment l'intention de s'impliquer avec des bandits, alors il décide d'ignorer cette quête et de continuer avec les missions qu'il a actuellement. Un peu plus tard, Hibiki est dans la forêt en train de chasser, et il a trouvé un lapin près de lui, alors il lève son arc pour voir s'il peut l'abattre de là. Après plusieurs tentatives ratées, Hibiki parvient à tuer le lapin, et même si ce fut une piètre démonstration de tir à l'arc, au moins Hibiki a finalement touché sa cible cette fois, ce qui est une nette amélioration. Un peu plus tard, Lilian et Veni reviennent après avoir cueilli des fruits dans les bois appelés Machikacha. Ils sont principalement utilisés comme marqueurs pour ne pas se perdre en voyageant dans la forêt, et pour démontrer, Lilian en lance un sur un arbre, le recouvrant de jus aux couleurs de l'arc-en-ciel. Pendant ce temps, du côté d'Amalia, son groupe a installé le camp pour la nuit, et ils approchent de la frontière du royaume elfe, donc leur voyage est presque terminé. Ival est assez déçue de la tournure des événements car elle n'a trouvé aucune trace de l'âme de la femme qu'elle recherche, et Amalia ne sait toujours pas qu'Ival n'a accepté de venir qu'à cause de sa recherche et non parce qu'elle voulait être son amie. Elle lui offre même un bracelet d'amitié spécial qui l'alertera si jamais quelque chose de mauvais arrive à Ival afin qu'elle puisse venir la secourir immédiatement, et Ival l'accepte, décidant qu'elle peut aussi bien continuer à faire semblant d'être l'amie d'Amalia. Le lendemain, Hibiki se rend en ville avec Claude et Lilian, et il dit qu'ils peuvent se faire un bon repas aujourd'hui puisqu'ils ont gagné beaucoup d'argent hier. Cueillir des herbes était plutôt facile grâce à la compétence d'Hibiki, et il en a cueilli tellement que l'employé a commencé à soupçonner qu'il avait fait quelque chose d'illégal pour les obtenir. Juste à ce moment-là, alors qu'il marchait, Hibiki tombe par hasard sur Bol, et cela faisait un moment qu'il ne l'avait pas vu car il était en voyage d'affaires dans la capitale. Bol est heureux de revoir Hibiki et lui demande s'il a réussi à gagner du muscle depuis la dernière fois, mais Hibiki n'a pas grand-chose à montrer pour ses efforts, alors Bol lui propose de lui donner quelques conseils sur la façon de construire un physique parfait. Cependant, avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Claude se place devant Hibiki et dit à Bol qu'il est la seule personne autorisée à entraîner Hibiki, donc Bol n'a pas le droit de s'immiscer ainsi. Bol lui dit qu'il fait un travail terrible pour l'entraîner puisqu'il n'a clairement pas assez de muscles pour être un aventurier efficace, mais Claude pense que se faire de gros muscles ne fera que ralentir Hibiki, donc cela ne sert à rien de faire de la musculation. Les deux commencent vraiment à s'agacer mutuellement, alors ils dégainent tous leurs armes et s'attaquent. Claude essaie de plaquer Bol au sol, mais les muscles épais de Bol le rendent aussi solide qu'un mur de briques, donc il ne bouge pas d'un pouce. Il commence alors à faire pression sur Claude, et l'onde de choc de leur affrontement commence à causer des dégâts collatéraux, alors Hibiki commence à se demander à quel point Bol est vraiment fort. Il demande à Sapo de l'analyser, et après qu'elle l'ait fait, il s'avère que les statistiques de Bol sont absolument monstrueuses, donc Claude ne peut pas gagner ce combat. Bol dit à Claude d'abandonner maintenant et le repousse parce qu'il est clairement plus fort, mais Claude refuse de reculer. Cependant, avant que les deux ne puissent recommencer à se battre, Juel arrive après avoir entendu tout le vacarme, et elle les frappe avec une vague de magie de glace pour arrêter le combat. Après que Claude et Bol aient été neutralisés, soudain, une grosse femme arrive en courant dans la rue, criant que quelqu'un vient de lui voler son porte-monnaie, et en parlant de voleur, Veni demande à Hibiki où est passé son sac d'argent. Hibiki n'avait aucune idée que le sac avait disparu, mais Juel lui dit qu'à son arrivée, il ne tenait aucun sac. Elle suppose que c'est l'œuvre du bandit dont elle lui a parlé hier, et il est mortifié car tout son dur travail vient d'être gâché.
Juel s'excuse pour sa perte, mais elle ne peut pas faire grand-chose pour l'aider puisqu'ils n'ont aucune information sur l'apparence du bandit. Tout ce qu'ils savent, c'est que le bandit peut parfois faire ressembler sa queue à un serpent, et qu'il cible généralement les personnes riches quand ils volent. Ce n'est vraiment pas beaucoup d'informations, mais ils doivent faire quelque chose pour récupérer leur argent, alors ils élaborent un plan et font déguiser Hibiki en fille pour attirer le bandit sans qu'il ne le reconnaisse. L'idée est que s'ils laissent un faux sac d'argent sur le bord de la table, alors quand le voleur tentera inévitablement de venir le voler, ils pourront l'attraper la main dans le sac, et Claude attend à une table voisine pour tabasser le bandit pour avoir volé Hibiki. Peu après, le serveur vient prendre la commande d'Hibiki, et Hibiki décide de commander des pancakes, mais après que le serveur lui ait apporté sa commande, Claude se lève soudainement et crie qu'ils ont été piégés car il s'avère que le serveur était le bandit depuis le début, et elle vient de voler le faux sac qu'ils avaient laissé sur la table, et elle est en train de s'enfuir pendant qu'il parle. Heureusement, ils avaient pensé à l'avance et avaient mis du jus de fruits machikashika dans le sac, donc ils peuvent suivre la trace et retrouver le bandit dans un club souterrain. L'endroit a l'air louche, mais tout le monde ici est plutôt sympathique, et rien d'illégal ne se passe, alors ils commencent à se demander ce qu'un bandit ferait ici, mais juste à ce moment-là, une femme en hoodie frôle Hibiki, et Claude trouve qu'elle lui semble familière, alors il demande à Hibiki d'utiliser sa compétence d'évaluation sur elle, et effectivement, il découvre que la femme est bien la bandite. Ils la suivent dans une ruelle, et Claude lui coupe la route par l'avant pendant qu'Hibiki et Lilian lui coupent la route par l'arrière. Fauna fait semblant de ne pas comprendre et leur demande s'il y a un problème, mais Hibiki sait déjà avec certitude qu'elle est la bandite car sa compétence d'évaluation lui a tout montré, y compris son nom complet et le fait qu'elle a une compétence spéciale de transformation de la queue. Fauna réalise qu'il ne sert plus à rien de se cacher s'il sait déjà tout cela sur elle, alors elle enlève sa cape pour se révéler, et Claude trouve clairement qu'elle est belle. Fauna dit qu'elle sait qu'Hibiki essayait de la piéger avec le faux porte-monnaie qu'il avait posé sur la table plus tôt, mais elle a aussi réussi à lui prendre le vrai quand elle l'a frôlé tout à l'heure. Bien que le contenu ne soit pas aussi impressionnant que le sac qu'elle lui a volé plus tôt. Il ne lui reste plus qu'à s'échapper, alors elle frappe sur du bois à proximité, ce qui fait s'effondrer un tas de bois en direction d'Hibiki et Lilian, forçant Claude à aller les sauver, donnant ainsi assez de temps à Fauna pour s'enfuir. Claude et Lilian se retrouvent ensevelis sous le bois et ne pourront pas sortir avant un moment, donc c'est à Hibiki de poursuivre Fauna seul. Il fait de son mieux, mais alors qu'il poursuit Fauna, il finit par tomber dans l'un de ses pièges et se retrouve suspendu par les pieds. Fauna est surprise car même si elle est une maître des pièges, il est presque incroyable qu'un évaluateur tombe dans un piège aussi simple. Juste à ce moment, elle regarde de plus près le short d'Hibiki, et elle est choquée de découvrir qu'il est en fait un garçon. Elle lui demande pourquoi il est déguisé en fille, et Hibiki dit qu'il l'a fait pour l'attirer comme appât, mais même si c'était le cas, cela n'explique pas pourquoi il portait encore la robe après avoir découvert qui elle était. Fauna s'intéresse beaucoup à Hibiki car elle le trouve plutôt mignon, alors elle lui propose un marché et dit qu'elle est prête à lui rendre son argent, mais en échange, il devra faire quelque chose pour elle. Hibiki lui demande si elle veut qu'il évalue des objets volés pour elle, et c'est à peu près l'idée. Elle veut savoir si les choses qu'elle vole valent réellement quelque chose ou non, alors elle emmène Hibiki dans un bar du centre-ville et commence à lui montrer des objets de sa réserve l'un après l'autre. Le premier objet est une bague incrustée de joyaux, et après l'avoir évaluée, Hibiki confirme qu'elle est bien authentique. Cependant, on ne peut pas en dire autant du deuxième objet car bien qu'il ressemble à un collier de perles, ce n'est en fait qu'un collier de cailloux quelconque qui ressemble par hasard à des perles. Voyant que les compétences d'évaluation d'Hibiki sont authentiques, Fauna glisse un bracelet en bois vers lui, et Hibiki est un peu surpris car cet objet n'a pas vraiment l'air d'avoir de valeur, mais il l'évalue quand même et dit à Fauna que c'est un bracelet en bois ordinaire avec une inscription. En entendant cela, Fauna se redresse et demande à Hibiki s'il peut lui dire ce que dit l'inscription, alors Hibiki lui dit que cela dit simplement « merci ». Et Fauna est incroyablement heureuse de l'entendre. Elle explique que le bracelet était le dernier cadeau qu'elle ait reçu de sa sœur, et elle essaie de comprendre ce que dit l'inscription depuis longtemps, mais personne n'a jamais pu déchiffrer ce qu'elle disait, ce qui est logique puisque la sœur de Fauna ne savait pas vraiment écrire, donc cela ressemble à un tas de non-sens, mais l'évaluation d'Hibiki a pu lire l'intention derrière les gribouillis, même s'ils étaient illisibles. Hibiki demande si la sœur de Fauna sait qu'elle est une voleuse, mais Fauna lui dit que sa sœur est en fait morte depuis longtemps. Elle a été mêlée à des combats chez elle et n'en est pas sortie vivante. Fauna demande à Hibiki d'où il vient, et Hibiki dit qu'il vient d'un endroit lointain, alors Fauna lui dit que s'il a une maison où retourner, il ferait mieux d'y retourner car s'il la perd, il n'aura nulle part où aller. Il ne comprend peut-être pas vraiment de quoi elle parle, mais si Claude vient du même endroit qu'elle, alors elle est sûre qu'il doit avoir un passé aussi sombre que le sien. Quoi qu'il en soit, elle va partir maintenant, et comme promis, en retour de l'aide d'Hibiki, elle lui rend son argent. Elle l'embrasse aussi sur la joue et dit qu'elle a hâte de le revoir. Plus tard, Hibiki rejoint les autres et leur raconte ce qui s'est passé, et même si Fauna s'est échappé, au moins il a réussi à récupérer son argent. Pendant qu'il est là,
Bol mentionne également qu'il a entendu dire qu'il y a un groupe dans la capitale qui a grandi très rapidement récemment. Il s'appelle les tueurs de cadavres, et ils chassent principalement les morts vivants, mais Hibiki n'avait aucune idée que les zombies existaient dans ce monde, donc il a honnêtement un peu peur, d'autant plus qu'il y a une chance qu'il croise un jour des zombies également. Plus tard, Hibiki et les autres se préparent pour aller dormir, et Hibiki pense à tout ce qu'il a appris aujourd'hui, mais Claude lui dit qu'il apprendra encore plus de choses quand il partira finalement en voyage. Hibiki y réfléchit, et l'idée de partir en voyage lui plaît, d'autant que ce serait un bon moyen pour lui de trouver comment retourner dans son monde, mais quand Lilian entend qu'Hibiki veut retourner dans son monde, elle se fiche parce qu'elle n'arrive pas à croire qu'il veuille les quitter. Hibiki n'y avait pas vraiment pensé avant, mais retourner chez lui signifie vraiment qu'il abandonnerait tout ce qu'il a ici, et il ne sait pas si c'est ce qu'il veut vraiment. Pendant ce temps, le groupe d'Amalia se rapproche du village elfe, mais alors qu'il marche, Amalia mentionne le fait qu'elle a reçu un message de l'esprit lui disant que quelque chose de précieux a atterri dans la partie et de la forêt de Ralph, et dès qu'Ival entend cela, elle pense que cela pourrait être une bonne piste pour sa recherche, alors elle arrête de faire semblant d'être l'amie d'Amalia et l'abandonne pour continuer sa recherche.